Une semaine après la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre de France, il est peut-être temps de se poser une question. Où en est le macronisme? Que nous dit le caractère fortement éjectable du siège du chef de gouvernement en cette année 2024 où l'on a vu se succéder Gabriel Attal, Michel Barnier et désormais François Bayrou? Jusqu'à quand survivra l'actuel Premier ministre à ce poste-là? Et est-ce que le président de la République l'aidera à tenir? Au fond, le macronisme est-il tout simplement au bout du rouleau, condamné à s'auto-dissoudre à très brève échéance? Et qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se pense à l'Élysée dans cette période particulière de l'histoire de France? Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à Marc Andevelde, journaliste d'investigation qui enquête depuis des années sur les coulisses de la Macronie. Marc Andevelde est auteur de Guerre cachée, de l'emprise, la France sous influence, de l'ambigu Monsieur Macron et du grand manipulateur. C'est l'entretien d'actu. Salut Marc. Salut Théophile. Comment tu vas? Bah écoute, bien. Alors finalement, c'est François Bayrou. Je ne suis pas le premier à faire un long chemin. Le soir où François Mitterrand a été élu président de la République, le 10 mai 81, il y avait de la tristesse dans l'autre camp auquel je pense. Mais ce soir où il a été élu, son premier mot, quand on lui a apporté les résultats, a été « enfin ». Les ennuis commencent. Est-ce qu'on doit vous souhaiter bon courage ou pas? Est-ce que vous avez duré plus de 3 mois? Enfin, les ennuis commencent. Peut-être ne croit-il pas si bien dire. La première question que je voudrais te poser, Marc, c'est pourquoi Bayrou? Et elle va avec une autre question. Est-ce qu'il s'est vraiment autonomé à Matignon, comme le disent les rumeurs? Alors, oui, c'est plus que les rumeurs. C'est effectivement relayé par différents articles de presse. Certains imaginent, on a entendu Roselyne Bachelot, imagine qu'il y a eu un jeu de rôle pour que Bayrou soit présenté comme plus autonome et plus distant à l'égard du président de la République, tant la détestation aujourd'hui d'Emmanuel Macron est grande dans le pays. Non, il y a vraiment eu entre guillemets un mini coup de force de la part de François Bayrou. C'est pas du chiquet, j'allais dire. C'est véritablement ça ce qu'il s'est joué dans les coulisses. Déjà parce que François Bayrou, il faut le savoir, même si c'est sur le papier un des principaux alliés de Emmanuel Macron depuis 2017 au Parlement, en fait depuis 2017 les relations entre les deux hommes sont assez mauvaises, pour pas dire plus. On se rappelle des ennuis judiciaires de François Bayrou dès le mai-juin 2017. En fait, Bayrou considère qu'il n'a pas du tout été soutenu par le chef de l'État, bien au contraire. Il a une détestation profonde, et c'est réciproque, avec quelqu'un de très important à l'Élysée, qui est Alexis Kohler, le principal collaborateur d'Emmanuel Macron, qui est le secrétaire général de l'Élysée. Bayrou, vraiment un ressentiment à l'égard de Kohler, du techno-Kohler comme il l'appelle, mais également il considère qu'il y a un deux poids deux mesures judiciaire à son encontre, avec toute l'histoire du Parlement européen et des attachés du MoDem, financement illégal de partis politiques et détournement d'argent public potentiellement, enfin la justice se prononcera sur ça, mais il considère qu'il y a un vrai deux poids deux mesures judiciaire entre lui ou d'autres personnalités de la Macronie, et notamment Alexis Kohler, qui est lui-même mis en examen dans le dossier Kohler-MSC qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment l'état des relations entre Bayrou et la Macronie, enfin en tout cas, et le pouvoir central de la Macronie, du château. Bayrou, c'est l'homme des grands élus, des vieux élus qu'ont rejoint Macron en 2017. On peut penser à Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, aujourd'hui, désormais décédé, mais il y a également une proximité entre François Bayrou et Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et là, pour les coulisses de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué dans cette longue semaine où Emmanuel Macron a encore pris beaucoup de temps pour décider finalement quel sera le nom choisi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait principalement deux noms qui ressortaient beaucoup dans la presse. Le nom de Lecornu, ministre de la Défense, qui lui était plutôt poussé par ce qu'on appelle l'aile madame à l'Élysée, donc en fait par Brigitte Macron et son entourage. Et de l'autre côté, il y avait un autre nom qui ressortait souvent dans la presse, c'était Roland Lescure, ancien secrétaire d'État ministre, je ne sais plus exactement son titre, notamment l'industrie, Roland Lescure, qui était le petit préféré d'Alexis Kohler. Les deux étant pas très connus. Alors,
ils ne sont pas très connus, et puis surtout, c'est l'expression ultime de ce que tu présentais comme le macronisme, c'est-à-dire c'est des hommes qui doivent tout à Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu, même si il est passé par l'UMP et LR et qu'il était même le patron de la commission qu'on appelle ça, des conflits chez les LR, au départ, c'est un attaché parlementaire, en réalité. Tu vois, il est monté en grade durant les 7 années là, de macronisme. Et puis Roland Lescure, alors lui, il est plutôt techno, on va dire, du côté PS. Il a surtout été l'ancien responsable de la Caisse des dépôts du Québec et il a été député de Français de l'étranger de l'Amérique du Nord. Mais dans les deux cas, on a l'impression que tu parlais du macronisme à bout de souffle. C'est aussi un Macron et un entourage présidentiel qui tournent totalement à vide, indépendamment de la situation politique, c'est-à-dire élection après élection, les Français disent non finalement à Macron, ne lui donnent pas de majorité, et eux, ils continuent, c'est-à-dire ils continuent de nommer ou de vouloir nommer des premiers ministres qui n'ont pas de confiance auprès du Parlement. C'est normalement l'esprit et la lettre des institutions. Et donc, après, les noms qui ont été évoqués dans la presse, tu sais, le truc un peu fatigant, épuisant, même pour moi, j'ai regardé ça ces derniers jours d'une manière assez, un peu lassée, à vrai dire, parce qu'on a déjà eu le cirque pendant 2 mois l'été dernier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les noms qui sont jetés, entre guillemets, dans les articles de presse correspondent généralement à des sources de journalistes. Il y a des journalistes qui s'informent plutôt du côté de l'Elmadam, d'autres qui s'informent plus du côté de l'entourage d'Alexis Colère. Et donc, forcément, on va dire, ils sont un peu ambiancés. Pour décrypter. Voilà, ils sont un peu ambiancés par les différentes identités, les différentes proximités, sensibilités autour d'Emmanuel Macron. Et concrètement, ce qui s'est passé, effectivement, alors ça a été relaté maintenant dans différents articles de presse, mais ce qui s'est relaté le fameux vendredi, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait pas choisi François Bayrou. Il voulait lui annoncer, et d'ailleurs il l'a annoncé lors de sa rencontre avec François Bayrou le matin à l'Élysée à 8h30, et François Bayrou, ça a été ensuite relaté, est parti très 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 en colère. Il a exprimé son mécontentement auprès du président de la République, et puis à la sortie il a appelé Richard Ferrand et il a fait du style retenez-moi ou je fais un malheur, je pourrais renoncer à mon soutien à l'égard du président de la République. Il a mis ça dans la balance et finalement Macron a plié. Et donc ça montre une chose, c'est que Macron aujourd'hui, et d'ailleurs tout le microcosme parisien du pouvoir, au-delà de la Macronie, le patronat, les responsables économiques, tout le monde a vu que le président de la République avait plié face à François Bayrou, qui certes n'est pas un perdreau de l'année, mais c'est pas non plus l'innovation, la modernité et la nouveauté, on va dire. Voilà, c'est un grand baron de province, maire de Pau, certes, patron du MoDem, mais c'est le plus petit groupe politique de l'Assemblée nationale. Enfin, si je mets de côté Elliott, mais enfin, c'est vraiment le bout de la légitimité politique aujourd'hui dans l'arc de l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, le président de la République a plié face à François Bayrou. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant, on va dire, en tout cas à comprendre, parce que ça montre, ça dénote, malgré le pouvoir d'Emmanuel Macron que lui confère la Ve République, on va en reparler après, en réalité, en termes politiques, en termes de pouvoir politique, y compris dans le système institutionnel, il est aujourd'hui extrêmement faible. Et c'est peut-être ça qui a évolué depuis cet été et depuis la dissolution, parce que moi, j'avais justement expliqué que durant l'été, il avait peut-être moins perdu la main que certains commentateurs déçus par le macronisme ou voulant défendre de nouvelles écuries. Édouard Philippe pour les uns, Gabriel Attal pour les autres. Le mercato, ça y est reparti de plus belle. J'avais expliqué, attention, Emmanuel Macron n'est pas encore fini. D'ailleurs, on l'a vu encore ces 6 derniers mois. Ça a été 6 mois
très long, mais notamment pour les Français, pour les décisions qui ont été prises, pour le refus d'une réorientation politique, notamment sur le plan social et économique. Plus de 60 000 défaillances d'entreprises en un an. La situation est quand même gravissime sur le plan social. Là, on l'a vu avec Mayotte également. Il y a des urgences de tous les côtés. On est en France, à un moment donné, l'État a besoin d'être, entre guillemets, gouverné. Et là, il n'y a pas de gouvernement. Et ce qui me frappe aussi, mais on va revenir, c'est que Bayrou, comme Barnier, fort de leur illégitimité politique, acceptent le poste de Premier ministre sans avoir réussi au préalable ce qu'on exigeait du nouveau Front populaire, c'est-à-dire une coalition et donc une majorité à composer un gouvernement aussi, parce qu'ils font un casting, à composer un gouvernement viable avec une confiance au Parlement. Et donc, ils acceptent le job sans avoir la confiance préalable par un jeu politique et de négociation. Et donc, en fait, ils ne respectent autant Bayrou que Barnier que Emmanuel Macron, tous les trois, ne respectent pas la lettre des institutions. C'est-à-dire, en fait, ils acceptent de se faire nommer à Matignon alors qu'ils n'ont pas de majorité. Et ils se disent on verra. Alors, dans la géopolitique interne de l'Élysée, si je comprends bien, il y en avait certains qui étaient pour Lescure, certains qui étaient pour le Cornu, mais est-ce qu'il y en avait qui étaient finalement pour Bayrou ? Pas tant que ça. Mais son nom a fuité. Oui, son nom a fuité parce que François Bayrou a fait campagne, et très bruyamment. C'est pas la première fois qu'il fait campagne, parce que lors des précédents épisodes de remaniement ou de changement de Premier ministre ou suite à la dissolution, je te rappelle que le nom de Bayrou est revenu régulièrement. Là, Bayrou espérait, en mai 2017, avant ses ennuis judiciaires, avant de devenir garde des Sceaux, il aurait souhaité devenir Premier ministre. Comme d'ailleurs son ami Richard Ferrand, qui aussi espérait devenir Premier ministre. Finalement, douche froide, ça a été Édouard Philippe. Donc Bayrou a toujours voulu de récupérer un peu de pouvoir présidentiel qu'il n'a jamais obtenu par l'élection. Ça, c'est un élément extrêmement important. Deuxième élément, effectivement, dans le dispositif, le Cornu, lui, n'a pas fait campagne. C'est plutôt certaines personnes l'ont poussé, mais lui, il voyait les emmerdes, on va dire, pour parler trivialement, à des kilomètres. Et par ailleurs, comme beaucoup de ministres de la Macronie, il commence à voir très bien les insuffisances du président de la République. Donc, c'est la difficulté de gouverner avec Macron. Lescure, c'est une pure décision de techno de la part de Colère, qui, je le rappelle quand même, avait réussi dans les épisodes précédents à imposer Michel Barnier, parce que c'est vraiment Colère qui a mis en avant Michel Barnier l'été dernier. Et puis, précédemment, c'est également Colère qui avait réussi à imposer Elisabeth Borne. Pourquoi je rappelle ces deux épisodes-là, qui peuvent apparaître comme anecdotiques ? C'est là aussi, c'est important, parce qu'en fait, depuis 2022, que ça soit Elisabeth Borne ou que ça soit ensuite Michel Barnier dans une totale autre configuration, mais dans les deux cas, c'était plutôt Colère qui s'était imposé à Emmanuel Macron en réalité, et en tout cas à Brigitte Macron. Pas dans le cas d'Attal. Dans le cas d'Attal, effectivement, c'est le contraire. C'est le seul moment, d'une certaine manière, où Emmanuel Macron a imposé un choix qui lui était d'ailleurs pas forcément soufflé par Brigitte Macron, c'est plus compliqué que ça, mais qui a imposé un choix, là pour le coup, à son secrétaire général, à tel point, je le sais, on me l'avait raconté à plusieurs reprises, quand il a émis l'idée de nommer Gabriel Attal, c'était à la fin de l'année 2023, il s'en est ouvert, comme il fait souvent, qu'est-ce que t'en penses, il s'en était ouvert à son secrétaire général, et il y avait eu une énième engueulade, parce que depuis 2022, les fâcheries se multiplient, et les tensions se multiplient à l'Élysée, à la fois entre le secrétaire général et le président, entre le président et sa propre épouse, qui là aussi a un rôle politique contrairement à ce qu'on dit. Et donc les tensions dans la Macronie, ça c'est aussi pour continuer à te répondre sur ta première question, c'est à bout des rouleaux. La Macronie est au bout du rouleau, le macronisme est au bout du rouleau, mais également à bout de nerfs. C'est-à-dire que les tensions en coulisses se sont multipliées. Il y a eu quelques reprises où Emmanuel Macron a perdu ses nerfs, on l'a vu à différentes reprises, dans des déplacements
Je pense à Haïti, par exemple, ou carrément devant les caméras, alors que c'est quand même quelqu'un qui est très contrôle-fric. Il veut tout contrôler, y compris sa posture, son image. Et donc, à plusieurs reprises, il a perdu ses nerfs, mais il faut le savoir, en coulisses, les gens dans la Macronie, mais également autour du président de la République et le président de la République lui-même, multiplient les coups de sang et ils perdent régulièrement les nerfs entre eux. Et ça peut monter dans les tours. Donc c'est à peu près ça l'ambiance, l'atmosphère qui règne aujourd'hui à l'Élysée. Oui, c'est une ambiance fin de règne crépusculaire, plutôt. Reste qu'il reste président de la République. Et la Ve République est très généreuse. Et la Ve République est très généreuse en termes de pouvoir pour celui qui a gagné l'élection présidentielle. Avant, c'était tous les 7 ans, maintenant, c'est tous les 5 ans. Et par ailleurs, et on l'a vu depuis la nomination de Bayrou, c'est pas parce que Bayrou a récupéré, on va dire, le poste tant convoité. En fait, depuis plus d'une semaine, même au-delà de Macron, en fait, tout le système tombe sur Bayrou, mais l'Élysée c'est pas le dernier endroit à tomber sur Bayrou. En fait, tout le monde, on a l'impression que c'est un jeu de massacre où c'était déjà le cas sous Barnier, mais justement, il y a un personnage qu'on n'évoque pas, mais qui est Gabriel Attal, qui a récupéré à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale, et voilà, et qui a trouvé un accord également sur le parti Renaissance. Et donc, en gros, il y a le président qui est claque-muré à l'Élysée, il y a Gabriel Attal qui lui prépare 2027 encore toujours plus. Et d'ailleurs, il y pense, mais pas qu'en Firazon. Et voilà, il y pense très fortement, et ses équipes aussi. Et il a pris toutes les positions pour essayer de récupérer le legs, l'héritage d'Emmanuel Macron et de la Macronie. Et d'ailleurs, ça peut expliquer aussi aux téléspectateurs, aux internautes, ça peut expliquer pourquoi désormais la presse installée, la presse institutionnelle, politique, multiplie les articles de coulisses négatifs, on va dire, à l'égard de Macron, parce qu'en réalité, une bonne partie des journalistes politiques aujourd'hui s'abreuvent auprès des équipes d'Attal qui ne sont pas avares de off, de coulisses, qui permettent de fabriquer des articles avec des anecdotes. Et on l'a encore vu récemment aussi dans Le Monde. Et donc, les équipes de Gabriel Attal savonnent totalement la planche du président de la République et essayent d'écorner. Dans Le Monde, on a l'impression que l'Élysée est un cloaque homophobe, quasiment. Voilà. Ça, c'est l'élément de langage qui émane. D'ailleurs, ils sont très transparents là, pour le coup, parce qu'ils citent Louis Jubelin, l'ancien conseiller en communication de Gabriel Attal, qui joue donc sur le fait que Gabriel Attal a fait son coming out et qui explique que donc à l'Élysée c'est un boys club. C'était aussi un boys club du côté de Matignon en vrai, et donc qui joue sur une forme de victimisation, de différenciation aussi à l'égard du président de la République. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce système politico-médiatique, parce qu'il ne faut pas oublier les médias là-dedans, il ne faut pas oublier les journalistes politiques, il ne faut pas oublier... les journalistes politiques ont besoin de sources politiques. Voilà, mais il ne faut pas oublier les... Oui, mais les journalistes politiques, quand ils ont des sources politiques, parce qu'ils font état d'un débat politique au sein même de partis politiques, par exemple, et même des luttes de pouvoir, mais par rapport à des lignes politiques qui s'affrontent. Ça, à la rigueur, c'est compréhensible. Mais là, on n'est plus du tout sur des lignes politiques qui s'affrontent. Parce qu'en fait, tous ces gens-là, Macronie ou même une partie de l'extérieur de la Macronie, et ça pose bien des problèmes d'ailleurs institutionnels du côté des partis de l'opposition, tant à droite qu'à gauche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie des gens qui même peuvent se positionner à l'opposition aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue institutionnel, qui ont été élus et qui ont reçu des mandats sur un plan, enfin sur une posture d'opposition. Alors même eux-mêmes ne sont pas forcément très clairs sur leur vision et leurs projets et leurs alternatives qu'ils proposent aujourd'hui aux Français. Et donc, au fond, une partie d'entre eux sont en fait assez d'accord avec la doxa, notamment budgétaire, notamment les contraintes économiques, entre guillemets, c'est-à-dire, en gros, les marchés qui pourraient s'énerver par rapport au niveau de dette, principal responsable, quand même, le président de la République. Et donc, ces gens-là, en fait, sont assez d'accord entre eux. Et notamment, je ne te raconte pas, au niveau de la Macronie, en fait, ils sont globalement
normalement, par des différenciations et des jeux de communication, ils sont quand même très... Ils proposent la même chose, quoi. Et c'est pour ça peut-être que le journalisme politique, finalement, se réfugie dans l'anecdote, parce que dans le fond, il y a peu de choses à raconter sur les vrais clivages. La Macronie ne donne pas l'impression de vouloir défendre à tout prix François Bayrou. Le Premier ministre s'est craché, mais vraiment craché, sur la crise climatique à Mayotte, crise climatique humanitaire peut-être sans précédent depuis 100 ans à Mayotte. Or, c'était son baptême de feu. Yael Braun-Pivet, par exemple, n'a pas été très bonne camarade. On regarde. Je trouve que c'est bien que le président de la République aille à Mayotte. Il faut être auprès des populations, il faut être auprès des Français qui souffrent. Et face à une telle catastrophe qui n'est pas arrivée sur le territoire national depuis des décennies, il est important d'être aux côtés de ces populations. Et j'aurais effectivement préféré que le Premier ministre, au lieu de prendre un avion pour Pau, prenne un avion pour Mamoudzou. Il a fait une erreur ? Écoutez, je ne sais pas à moi de le juger, mais en tout cas, je pense que dans ce type de circonstances, il faut être à 100% mobilisé sur la gestion de la crise. Alors Marc, j'aimerais t'entendre sur cette erreur politique de débutant de François Bayrou, un homme politique qui a des décennies et des décennies d'expérience sous le bras, et aussi sur le peu de solidarité du bloc En Marche historique. On dirait que, ils n'ont pas pris de gants pour se lâcher, quoi. D'ailleurs, comment il arrive à faire ça ? Parce que, alors, ils n'ont pas pris de gants pour se lâcher, comme je te l'ai dit juste avant, parce que c'est un jeu de massacre entre eux, parce qu'ils sont tous en train de réfléchir à 2027, ou même, et c'est là où le temps politique s'accélère, ils tablent tous potentiellement, on va en reparler, mais d'un mandat écourté d'Emmanuel Macron, un Emmanuel Macron qui serait quasiment empêché et qui pourrait peut-être s'acheminer, pense-t-il, espère-t-il tous, un peu vers une démission. Donc, bien évidemment, Édouard Philippe, qui se prépare très activement, c'est-à-dire qui constitue ses équipes, qui embauche des gens à horizon, qui fait passer le mot à travers ses réseaux d'élus, notamment au moment du Congrès des maires. Ça, c'est pour Édouard Philippe. Comme je te l'ai dit, Gabriel Attal se mobilise. Et là, pour le coup, François Bayrou, même s'il est vieux, peut être un caillou dans la chaussure de tous ces gens-là pour 2027, parce que François Bayrou n'a pas, ne reculerait pas à finalement candidater à la présidentielle de 2027. À occuper cet espace. À occuper cet espace, effectivement, de l'hypercentre, on va dire ça comme ça, ou de l'extrême centre. Donc Attal se positionne à tel point, pour juste continuer le jeu de massacre, on parlait tout à l'heure, c'est des jeux de personnes, mais on parlait de Le Cornu. Parmi les personnes qui envoyaient des fléchettes contre Le Cornu, et peut-être d'ailleurs qu'on voit toujours des fléchettes contre Le Cornu pour peut-être qu'il ne soit pas ministre prochainement dans le gouvernement Bayrou, il y a par exemple le clan de Gabriel Attal qui finalement répercute la grande habitude d'Emmanuel Macron, qui dénote quand même un manque de confiance, j'allais dire, politique et personnelle, d'ailleurs, paradoxalement, c'est qu'aucune tête ne doit dépasser. Aucune tête ne doit dépasser. Ça a été un leitmotiv de la part d'Emmanuel Macron depuis 2017. D'ailleurs, c'est pour ça que dès qu'une personnalité avec un peu de poids politique, il la fusillait politiquement. Ça, d'ailleurs, a été un peu le cas de François Bayrou. Pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est un peu étonnant de par le parcours politique de François Bayrou et sa posture. Moi, je suis un élu local, je connais la politique, je sais comment ça fonctionne par rapport justement aux techno-parisiens. Tout ce discours-là un peu facile, populiste pour reprendre un terme parfois galvaudé, mais enfin là en l'occurrence c'est vraiment le cas. Eh bien, il y a peut-être un paradoxe ou tout simplement quelque chose qui s'explique très bien. C'est-à-dire que comme je te disais, ça tourne à vide, ils oublient pendant ce temps-là qu'il y a une population qui a voté. Comme en plus la population elle est très fatiguée quand même, elle a aussi autre chose à faire, elle a à vivre, à gagner sa vie, les gens sont au chômage, ils peuvent se retrouver dans des situations compliquées. Bref, le système politique tourne à vide. Donc Bayrou, il est l'expression ultime du système politique, tu vois. Ancien monde, il a toujours été là. Il est arrivé avec un melon. Alors pour lui, Mayotte, c'est pas tout à fait la France. C'est une forme d'impunité. Alors après, sur le fond,
de toute manière, le rapport des responsables politiques français à l'égard, de toute façon, de ce qu'on appelle les territoires et départements d'outre-mer, c'est une chose, mais alors en plus, Mayotte, bien évidemment, il y a cette problématique, il y a une problématique de toute façon néocoloniale, raciste, qui est très, très évidente, où il y a un sous-investissement de l'État. Là, on est loin de la République une et indivisible sur un territoire en grave difficulté. Et voilà. Alors, quelque part, tout de même, si Bayrou est censuré, Macron est lui aussi dans la mouise, non? Parce qu'en fait, globalement, il semble se désintéresser du destin de ce Premier ministre qui se serait imposé d'une certaine manière à lui. Mais il a l'air finalement d'un Premier ministrophage, il aura des problèmes, lui. Mais ça ne semble pas être une obsession pour lui, de maintenir Bayrou, de le consolider. Non, parce que les gens ont du mal, y compris dans le microcosme politique, mais les gens du pouvoir, les responsables politiques, notamment les responsables politiques d'opposition, beaucoup ont du mal à comprendre que Emmanuel Macron se délecte du chaos, que lui-même parfois impulse, on l'a vu avec la dissolution, et que par ailleurs, au regard de sa propre défaillance de légitimité politique, il conserve quand même toujours dans le pays, il faut le dire, certes des soutiens minoritaires, mais des soutiens qui peuvent avoir voix au chapitre, avoir parfois de la puissance sociale, et pas forcément des grands patrons, ça peut être tout un tas de classes supérieures qui voient d'un très mauvais œil ce qu'ils appellent l'instabilité politique, finalement peut-être une fiscalité moins favorable à leur égard, si tu veux. Et donc là, Emmanuel Macron, il joue à merveille de ça. C'est-à-dire, c'est tout son truc. D'ailleurs, il l'a dit avec forme de maestria, j'allais dire, surtout une forme d'impunité et un culot monstre, comme on le connaît, ou une forme d'autisme, ça dépend du point de vue sur lequel on se place. Mais quand il a dit en gros, il y a un front anti-républicain et il y a tous les extrêmes contre moi. La République, c'est lui. Voilà, la République, c'est lui, tout à fait. La République, c'est lui, et c'est moi ou le chaos. D'ailleurs, ça, c'est un stratagème que Nicolas Sarkozy avait essayé de mettre en place à plusieurs reprises. Mais Macron, ce chantage-là du moi ou le chaos fonctionne quand même relativement encore. Je l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement faible, lui, quand même, dans le mécanisme de pouvoir. Mais en termes de son comportement, il continue à la fois à susciter le chaos, et on le voit d'ailleurs avec Bayrou. Tu vois, il l'aide pas du tout, Bayrou. Justement, il lui savonne la planche. Et en même temps, il voit bien que ce chaos-là, il en tire finalement un bout de légitimité qui lui permet encore de préserver un petit peu son pouvoir. Et ça, c'est un truc... le fait que Macron parfois suscite et surtout se délecte de ce pouvoir de nuisance, de chaos, c'est peu considéré. D'ailleurs, moi, j'ai été quand même très surpris de voir les responsables d'opposition dans leur ensemble, toute étiquette confondue, a joué encore, pour la plupart, pas tous, on a beaucoup reproché d'ailleurs à LFI de ne pas jouer le jeu, mais tous ont joué la légitimité institutionnelle du président de la République en allant le voir, là, encore récemment. Comme si au fond, il n'avait pas acté de son côté artificier pyromane, quoi, comme s'il n'avait pas... Comme si la valeur de la parole présidentielle comptait encore en dépit de toutes ces manipulations langagières depuis 2017, si tu veux. Depuis 2017, il a dit tout et son contraire à tous ses interlocuteurs, et on avait parfois... moi, je trouvais une forme de naïveté, mais il y a aussi autre chose. Derrière la forme de naïveté de certains responsables politiques, on peut penser, je sais pas moi, aux déclarations de Marine Tondelier, par exemple, qui sort du rendez-vous. Finalement, il n'a pas respecté sa parole, ou ça n'a servi à rien. Il y a aussi une forme de jeu là-dedans. C'est-à-dire, et ça explique aussi la difficulté politique actuelle. Bien sûr, pour l'instant, l'Assemblée nationale est fossilisée avant la prochaine peut-être ouverture possible d'une autre dissolution, donc juin prochain.
Mais tout de même, on a l'impression qu'il y a une partie des partis ou des forces politiques qui jouent la montre également, tu vois, et qui ne veulent pas forcément précipiter une forme de chaos pour certains, ou en tout cas précipiter le temps politique. Ceux qui n'ont pas de candidat pour 2024 ou 2025 préfèrent attendre. Et donc, en fait, là, si on est juste, si tu veux, quand je disais la Macronie tourne à vide, c'est un peu tout le système politique, de mon point de vue, qui ne tourne pas forcément à vide, parce que, comme je t'ai dit, les uns et les autres se constituent en écurie présidentielle, mais encore une fois, tout le monde est obnubilé par la présidentielle. Pendant ce temps-là, les défis, entre guillemets, comme on les appelle, auxquels font face les Français et la situation de la France, on a l'impression que finalement... Et pourtant, bientôt, me semble-t-il, ils seront obligés de regarder ces défis-là, notamment d'un point de vue économique. Oui, alors justement, c'est important. Tu vois, aujourd'hui, je déjeunais avec quelqu'un qui connaît bien les milieux économiques et qui me disait, finalement... Ça répond aussi un peu à ta question. Finalement, peut-être qu'on va... si Bayrou n'arrive pas à constituer son gouvernement, là, il a dit... avant Noël, donc tu vois, ça recule encore. Si Bayrou ne tient pas, finalement, peut-être qu'on va réussir à imposer un gouvernement dit technique. Donc en fait, la doxa pure, budgétaire, imposée par les milieux économiques, quoi. En gros, la cure d'austérité. Donc en fait, un scénario à la grecque, quasiment. Et ça monte dans les milieux économiques. Il monte deux choses. Ce serait le début, le commencement des douleurs et la voie vers le fascisme. Alors, tu as employé les grands mots, mais tu as raison d'employer les grands mots, parce que tu as deux phénomènes. Tu as le phénomène fiscal d'entre-soi et de sécession de la part de ces dirigeants-là. Et ce n'est pas que les dirigeants, c'est également tous les gens qui vivent de cette hyper-spéculation financière, de ce système financier oligarchique. Donc, les traders, les banquiers d'affaires, les conseillers en communication, enfin bon, tous ces gens-là qui gagnent... Voilà, mais qui gagnent beaucoup d'argent quand même depuis des années. Et donc, ces gens-là ne verraient pas d'un mauvais œil, je te dis, un consensus, justement, encore une fois, d'entre-soi bourgeois, on va dire. Et il y a aussi... pour débloquer d'une certaine manière la situation démocratique, je vais dire ça comme ça, il y a une partie du patronat aujourd'hui qui regarde très fortement vers l'extrême droite. Alors on le voit avec un Vincent Bolloré, mais en fait ça transpire d'une manière beaucoup plus large qu'on pourrait le penser, et il y a des responsables économiques, des patrons qui regardent de plus en plus vers l'extrême droite comme une solution d'imposition du cadre néolibéral. Alors, pour revenir à Macron, les histoires d'amour entre lui et ses premiers apôtres, voire ses mentors, finissent mal en général, comme le dit la chanson. On pense à Gérard Collomb, Jacques Attali, Jean-Pierre Maillard et d'autres sacrifiés sur l'autel de ses ambitions. Est-ce que Bayrou est le prochain sur la liste ? Est-ce qu'il peut en être autrement ? Ce que je te disais, c'est que Bayrou, il s'est déjà pris la porte de la part de Macron, et même à plusieurs reprises. Donc, c'est déjà un déçu du macronisme, en fait, Bayrou. Mais il est toujours dans la roue. Mais oui, c'est vrai, c'est une bonne image. C'est toujours c'est une sorte d'écureuil dans la roue qui continue. C'est vrai. Après, parmi tous les gens que tu as cités, il y a des gens différents. Tu vois, par exemple, Jacques Attali, en réalité, même s'il a été utile à Macron dans son parcours, notamment professionnel, la commission Attali, dans son réseautage, Jacques Attali n'avait pas soutenu Emmanuel Macron en 2017. Jacques Attali voulait Manuel Valls comme président. Il avait soutenu Manuel Valls. Donc, mais dans sa narration, il lui a beaucoup apporté. C'est vrai, mais Attali n'a jamais vraiment été un proche du président de la République dès lors qu'il est devenu président de la République. Après, tu as je ne sais plus les gens que tu as cités. Gérard Collomb est un vrai déçu du macronisme. Et bon, mais lui, on va dire, au moins il a été cohérent avec lui-même. Dès lors qu'il a été déçu, il a claqué la porte. Et d'ailleurs, la Macronie et le château l'a fait payer avant sa mort. Ça a été très très violent entre Gérard Collomb et la Macronie. On peut penser à Jean-Pierre Jouyet également. Moi, je rappelle, c'était
un des cadres d'analyse de mon livre « Le grand manipulateur » en 2019, où il y avait quelqu'un qui me disait Macron séduit, utilise et il jette. Voilà. Et donc, effectivement, moi, j'avais relaté le fait que Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, dès lors qu'il était devenu ambassadeur à Londres, enfin nommé par Macron après 2017, il avait beau envoyer des SMS au président de la République, énamouré, il n'avait aucune réponse. À tel point qu'un jour, il s'est quand même retrouvé en visite à Paris comme ambassadeur face au président de la République. Il lui a dit « Mais Emmanuel, tu ne reçois pas mes SMS, qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi tu ne me réponds pas ?» Et Macron, et même Colère d'ailleurs, répondent « Mais des SMS, on n'en a pas reçu, il y a un problème. » Donc, on est quand même dans ce mécanisme-là. Et donc, en fait, il a toujours été seul, Macron, en réalité. Il a toujours utilisé énormément de gens. Ce qui est fascinant ou inquiétant, d'ailleurs, c'est qu'il y a toujours eu énormément de gens qui ont proposé leurs services pour des raisons d'ambition personnelle. Et on l'a vu du côté... Peut-être se sentait-il exceptionnel aussi, peut-être. J'ai pas entendu. Peut-être se croyaient-ils exceptionnels, ces gens. Peut-être qu'ils se disaient que le syndrome du lâchage... Et le syndrome Macron aussi, tu vois. Le syndrome du Kleenex n'allait pas marcher pour eux. Le syndrome Macron du « pourquoi pas moi ?» c'est moi qui dois prendre la place et pas les autres, c'est moi le meilleur, effectivement. Mais une anecdote que j'ai oubliée à relater et qui est importante, sur les noms là, qui ont été évoqués, en fait, Emmanuel Macron... son idée est à lui, vraiment, parce qu'en gouvernement technique, il y a le nom de Thierry Breton, qui est très proche de Bernard Arnault, qui a été cité. D'ailleurs, je l'ai cité. Mais il y a quelqu'un qui a conservé la confiance d'Emmanuel Macron, contrairement à certaines personnes que tu as citées, et qui a été son Premier ministre, c'est Jean Castex. Emmanuel Macron a répété ces derniers mois que Jean Castex était devenu un ami et que c'était le seul en qui il avait confiance. Donc ça te montre là aussi l'ambiance générale autour du château et du président. Jean Castex ne peut absolument pas lui faire de l'ombre. Voilà, tout à fait. Alors, tu as parlé de la possibilité d'un gouvernement technique, c'est-à-dire d'un gouvernement quasiment du FMI, d'ajustement structurel, qui devra aller avec un raidissement sécuritaire et également une sorte de séquestration du peuple français, de séquestration politique. De la volonté populaire. Et une hypothèse monte en cas de blocage institutionnel. Emmanuel Macron penserait de plus en plus à utiliser l'article 16 Tu en as parlé. Alors, tout le monde ne connaît pas l'article 16 de la Constitution de la Ve République. C'est quoi et pourquoi ce serait grave? Et est-ce que tu penses qu'il peut aller jusque-là? Alors, c'est quoi l'article? L'article 16 de la Constitution permet, au nom de circonstances exceptionnelles, on va revenir dessus, mais permet au président de la République de s'arroger des pouvoirs exceptionnels. Et donc, en fait, de concentrer une partie des pouvoirs, pas uniquement exécutif, mais également, on va dire, législatif, et d'avoir, en réalité, de devenir un dictateur légal dans le cadre de la Ve République. François Mitterrand, quand il avait vu le général de Gaulle imposer l'article 16 de la Ve République, avait donc expliqué que la Ve République était, donc ça c'était le titre de son ouvrage, un coup d'État permanent. Et effectivement, il faut quand même de nombreuses conditions, normalement, pour pouvoir utiliser l'article 16, notamment dans des situations justement de chaos, quasiment de guerre civile. Il a été, l'article 16, uniquement employé en 1961 pendant la guerre d'Algérie, au moment du putsch d'Alger. Donc, si tu veux, des généraux anti-gaullistes. Donc, si tu veux, il n'a jamais été utilisé, l'article 16, à part de Gaulle en 61. Et pourtant, le président de la République, une partie de son entourage, lui-même ambiancé par le président, il ne faut pas se leurrer, diffuse depuis des mois et des mois, c'est-à-dire en gros depuis 6, 7, 8 mois, en gros même avant la dissolution, la potentialité d'utiliser l'article 16 si le chaos s'installe. Bon. Pour régler le problème. Pour régler le problème, c'est-à-dire en gros, régler le problème de la démocratie en fait. D'une certaine manière, c'est-à-dire en gros, non, la démocratie plébiscitaire, comme il l'entend, c'est-à-dire, en fait, c'est tous les 5 ans. Donc, c'est comme Bonaparte, d'une certaine manière. Et donc, en réalité, comme il a été réélu en 2022, il a toute légitimité pour conserver toutes ses prérogatives, voire même pour en avoir davantage. Donc ça, je me mets dans la tête d'Emmanuel Macron. Donc, il a effectivement ambiancé. C'est vrai que moi, j'en ai parlé relativement récemment
sur Twitter, parce que quand j'ai vu que le débat de l'utilisation de l'article 16, éventuellement pour faire passer le prochain budget, avait carrément suscité des échanges de tribunes contradictoires dans les pages débat du Monde. Donc ça montre bien une chose qui corroborait d'ailleurs les informations que j'avais, c'est que l'Élysée a, d'une manière informelle, consulté des constitutionnalistes, a consulté aussi d'une manière informelle certains membres du Conseil constitutionnel. Ça, c'est les éléments d'information que j'avais depuis septembre, que j'ai plus ou moins, et que j'ai fini par recouper, et puis en plus, voilà, et ça monte, et c'est à tel point que ça débarque dans les pages débat du Monde. Et ça, c'est Emmanuel Macron, encore très récemment, parce que ça, c'est une source qui m'en a parlé, a pu dire directement à un journaliste bien connu de l'audiovisuel que potentiellement, il pourrait utiliser tous les moyens. Donc, conclusion du journaliste, donc potentiellement l'utilisation de l'article 16. Il faut savoir quand même que même s'il y a des constitutionnalistes ou des spécialistes en droit constitutionnel et estiment que potentiellement on pourrait utiliser l'article 16 au nom de la continuité de l'État pour faire passer un budget qui ne pourrait pas passer autrement. Il y a quand même des conditions très précises, et notamment il faudrait quand même l'accord formel des représentants, notamment le président de l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire, ça veut dire quand même qu'il y aurait tout un tas de responsables politiques de premier plan qui seraient OK avec Pourquoi on regarde la présidente de l'Assemblée nationale et du Sénat, on se dit que c'est possible. Alors, je ne suis pas loin de le penser, si tu veux. Mais c'est vrai que je pense quand même que c'est aussi une forme d'ambiançage de la part du président de la République pour un peu ce qu'a fait Bayrou, c'est retenez-moi ou je fais un malheur. Et c'est surtout pour montrer que toutes les armes de la Ve République, il peut les utiliser, parce que ça, je l'ai expliqué dès le mois de juillet. Je disais à des confrères qui me posaient la question, mais Emmanuel Macron, il va utiliser toutes les armes de la Ve République. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, le microcosme politico-médiatique, début juillet, glosait sur la fin, justement, totale du macronisme au regard de l'échec, ce qu'ils entendaient par l'échec de la dissolution. On ne savait pas trop d'ailleurs si l'échec de la dissolution, ça voulait dire que Bardella avait perdu, ou le Rassemblement national avait perdu. Trêve de plaisanterie, mais pas totalement d'ailleurs, plaisanterie, mais à l'époque, il y avait tout un commentaire politique, même des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec Macron, qui expliquaient que finalement, on allait sur un fonctionnement 4e République de la 5e République et que les partis politiques allaient se mettre d'accord, ou les gens raisonnables, tu sais, tout ce discours-là, les gens raisonnables, donc là, en l'occurrence, soit pour Cazeneuve, soit pour Xavier Bertrand, allaient se mettre d'accord entre eux et que finalement, le pouvoir n'était plus à l'Élysée. On a aussi entendu cette petite musique sous le gouvernement Barnier, où il y a eu tout un storytelling pour dire le président de la République s'efface, ce n'est plus lui qui a le pouvoir, il laisse son Premier ministre faire. Bon, en fait, dans les faits, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu beaucoup de friction entre le Premier ministre Barnier et l'Élysée. Et pour revenir sur cette analyse-là de finalement, on est en situation de 4e République, c'est pas exactement le cas, parce que en fait, Emmanuel Macron continue à utiliser tous les systèmes et toutes les possibilités de la 5e. La preuve, c'est que Michel Barnier est parti et que lui, il est là. Tout à fait. Et en juillet, je disais, vous allez voir, Emmanuel Macron va utiliser jusqu'au bout est capable d'utiliser jusqu'au bout tous les instruments de la Ve République. Donc la question de l'article 16 dans le fait qu'elle a été diffusée dans l'espace public, et notamment par des tribunes, montre quand même qu'il y a une sorte de préparation aux esprits, ou en tout cas une ambiance qui s'installe. D'ailleurs, ça n'a pas particulièrement provoqué, sauf erreur de ma part, de critiques si fortes sur le spectre politique. On a des explications très psychologisantes à l'égard d'Emmanuel Macron depuis quelque temps. Il est pervers en le pouvoir. Bon, certes, on peut avoir ces analyses-là, sauf que ça réduit quand même une certaine forme d'analyse sur un rapport très autoritaire d'Emmanuel Macron sur la 5e, tu vois. Et donc... On peut dire que c'est le Donald Trump de la 5e République, c'est-à-dire il exacerbe les traits
de la Ve République. Et en cela, il la démasque. Il démasque son caractère autoritaire. Très juste. Et peut-être qu'il précipitera la fin de la son Ve. trépas. Enfin, peut-être, parce qu'on ne sait pas justement. Elle a été créée je suis assez d'accord avec toi. pour être éternelle, Oui. à défaut d'une révolution. En 2024, avec les technologies de surveillance, avec tout ce qu'on connaît, avec la subdivision du peuple français, c'est pas évident non plus une révolution. À moins que peut-être l'élite des affaires, le monde de l'entreprise, le monde des puissants se disent que Macron est un trop gros coup et qu'il faut passer à autre chose. Et là, peut-être que l'hypothèse d'une destitution organisée, donc à laquelle succomberait LR, enfin la droite républicaine, fonctionnerait. Mais tu vois bien que dans ce scénario-là où on laisserait entre guillemets justement les forces économiques, les relais, certains relais de pouvoir dans le pays se mobiliser et essayer d'empêcher le président à tel point qu'il serait obligé d'une certaine manière de partir et de démissionner. Il faudrait qu'il y ait un plan B. Et oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Eux ont le plan. Eux ont le plan. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour nommer un gouvernement encore plus autoritaire, encore plus réactionnaire, parce qu'ils se disent c'est la meilleure clé démocratique. Donc le Trumpisme, en fait, c'est le Trumpisme ou le bolsonarisme d'une certaine manière. C'est même d'ailleurs au départ plus le bolsonarisme quand on regarde sociologiquement qui a soutenu Bolsonaro au Brésil. Mais même s'il y avait une partie des forces économiques qui soutenaient Trump dès 2016, mais il y a cette solution-là qui est du côté des forces réactionnaires et possédantes. Et donc toute la question, c'est est-ce que la gauche, pour le coup, les partis de gauche challenge cette alternative, la politique, également, et que ces forces de gauche prennent leurs responsabilités, aient également un plan et soient également prêtes à toute éventualité dans les prochains jours, prochaines semaines, si Emmanuel Macron part du pouvoir. Parce que là, on serait dans une situation extrêmement inquiétante et complexe si, y compris les résultats électoraux, de par la mobilisation populaire quand même, je pense aux résultats de la dissolution, c'est très fragile dans l'époque qu'on connaît et les intérêts en face sont très puissants. Donc là, il y a quand même, au-delà des enjeux de personnes ou des stratégies, il faut quand même que tout ce petit monde se prépare très activement, y compris pour prendre le contrôle de l'État d'une certaine manière face à tous les défis, notamment internationaux. En fait, je t'entends presque dire que tu as quelque chose à dire sur finalement l'absence d'imagination politique ou de clairvoyance d'une grande partie de la gauche face à Macron, qui est quand même le produit, qui est l'enfant de François Hollande. Je trouve que dans le débat politique qu'on connaît, il y a peu de responsables politiques encore qui de mon point de vue, dans le discours employé, prend la mesure finalement de la crise de régime qu'on connaît, si tu veux. Il y en a quelques-uns, bien évidemment, mais parfois, je trouve les discours encore bien timorés, parce que justement, ils veulent pas aller sur trop de chaos, trop de bazar, trop de désordre. Enfin, c'est un peu le discours. Ils disent que la France est un pays de vieux et que les vieux n'aiment pas le désordre et que... Oui, mais d'accord. Mais quand même, tu vois, tu citais Jean-Pierre Mignard. Mais Jean-Pierre Mignard, lui, il y va depuis... Alors, ça fait longtemps qu'il est déçu, en fait. Alors, Mignard, quand même... Mais il y a une forme de gravité qui s'empare de sa pensée. Oui, effectivement, lui. Tu vois, et surtout sur le comportement du président de la République. Il y a une forme de lucidité qui est exprimée. Alors, c'est un avocat, c'est pas un responsable de parti, mais je trouve que, au moins dans le décryptage... Alors, c'est aussi parce qu'ils pensent à l'après, les responsables politiques. Finalement, Macron, il est déjà mort politiquement. C'est aussi... ils veulent croire ça, en tout cas, que Macron, c'est déjà fini, qu'ils veulent pas avoir comme point de fixation seulement Macron, ce que je peux comprendre aussi. Mais mes résultats, parfois... mais c'est ce que je te disais tout à l'heure sur finalement ils ont été voir le président de la République et puis d'une certaine manière après ils ont dit pourquoi en gros il nous a encore roulé dans la farine ou on n'a rien obtenu comme s'il y avait quelque chose à obtenir.
Et peut-être qu'il lorgne aussi un peu sur son héritage. C'est-à-dire, s'il est mort, il faut prendre des bouts du macronisme. Et finalement, le centre-gauche aurait besoin de certains bouts du macronisme pour redevenir hégémonique à gauche. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur où est le débat de fond entre toutes ces forces politiques, entre tous ces responsables politiques. Qu'est-ce qu'ils proposent comme vision et comme projet pour la France en véritable alternative à l'égard de finalement un consensus partagé par une partie des dirigeants et des forces économiques, par exemple, tu vois. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le macronisme parce que finalement, c'est une partie de la clé. C'est-à-dire, s'il peut être interchangé à l'intérieur du système qu'il défend, peut-être le sera-t-il. Et du coup, je me pose la question, est-ce que le macronisme peut survivre à Macron ou est-ce qu'il mange ses enfants? On voit que les Mormons, le premier cercle d'Emmanuel Macron mandat 1, Sibeth Ndiaye, Julien de Normandie, Sylvain Faure, Ismaël Émilien, etc., se sont éparpillés façon puzzle et éloignés. Les parrains aussi, dont on a parlé. Et l'âme damnée, Alexis Kohler, est pris aussi dans la tourmente judiciaire, tandis que Gabriel Attal, c'est devenu un peu le is no good de son grand frère. Et on évoque un boys club, donc, on parlait de ces révélations qui fuitent, dont l'influence grandirait autour d'un Bruno Roger Petit, mais qui n'a pas de signification politique. Roger Petit, c'est pas grand-chose. Il n'est pas grand-chose. Il est, avec Alexis Kohler, il est le conseiller qui est resté en poste à l'Élysée depuis maintenant 7 ans. Mais enfin, de loin, moi, je vois Alexis Kohler comme quelque chose. Et Alexis Kohler est quelque chose parce qu'il était en tout cas à la tour de contrôle d'Emmanuel Macron sur l'État. Donc, bien évidemment, le poste de secrétaire général à l'Élysée, c'est extrêmement important. Il faut quand même, quand je disais que les tensions se multiplient entre Emmanuel Macron et Kohler, c'est que sur le fond et en termes de stratégie entre guillemets personnelle et politique pour la suite, Kohler fait clairement le choix d'Édouard Philippe. Il faut savoir que les relations entre Édouard Philippe et Kohler sont anciennes. Ils étaient tous les deux jeunes rocardiens, avant que Philippe se tourne vers la droite républicaine. Ils se sont connus et côtoyés au Havre quand Alexis Kohler était représentant de l'État au conseil d'administration du grand port maritime du Havre, où était présent le maire du Havre, Édouard Philippe, et même avant qu'il soit maire, je crois. Donc, ils se connaissent très bien. Il faut savoir que c'est Alexis Kohler, en 2017, qui a proposé et positionné Édouard Philippe, qui n'était pas le premier choix du président de la République, à Matignon. Donc, il y a historiquement une vraie proximité entre Édouard Philippe et Alexis Kohler. Et aujourd'hui, j'ai été frappé de voir ces derniers mois qu'au regard de la mobilisation d'Édouard Philippe que je te décrivais tout à l'heure, politique, le canal entre Alexis Kohler et Édouard Philippe est constant. Ils se parlent quasiment tous les jours et tellement constant qu'on peut se poser la question de la loyauté d'Alexis Kohler à l'égard du président de la République. Justement, c'est de quelqu'un comme Alexis Kohler que le macronisme peut imploser de l'intérieur. Le petit tas de secrets peut avoir raison du macronisme. Alors, là, tu évoques une autre question, la question des secrets partagés depuis ce septennat, on va dire, depuis 7 ans. Là, le problème, c'est que tout le monde partage des secrets, si tu veux. Donc, en fait, il y a une sorte de guerre froide. De guerre froide. Mais Kohler, par exemple, face à Gabriel Attal, il ménage pas non plus ses coups à l'égard de l'ancien Premier ministre. Il disait il y a quelques semaines, quelques mois, que Gabriel Attal, c'était tout pour ma gueule. Il l'appelait, TPMG. C'était son petit surnom que le secrétaire général avait trouvé sur Alors, pour Gabriel. On va aller à ma dernière question, même si on aurait encore beaucoup de choses à dire. La chronique mondaine, parce qu'on parlait du potentialité de loyauté jusqu'au bout de Kohler. Et la chronique mondaine accuse aussi Brigitte Macron de susciter des articles dans le Canard enchaîné, pas contre Emmanuel Macron, mais sur Emmanuel Macron. Est-ce que Brigitte Macron... Tu disais la rumeur mondaine, non, c'est pas ça. La chronique mondaine. La chronique mondaine.
Non, mais il y a... Notamment pendant cet été, pendant la période des JO, beaucoup on en parlait. Il y a des... Je te disais tout à l'heure, il y a des vraies tensions personnelles et politiques entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, et entre Emmanuel Macron et Alexis Collère. C'est d'ailleurs... D'ailleurs, le choix ou le faux choix ou le choix par défaut d'Emmanuel Macron concernant François Bayrou est aussi à cette image-là, parce qu'en fait, il n'a pas suivi Alexis Collère, il n'a pas non plus suivi ce qu'aurait voulu l'entourage ou Brigitte Macron. Tu parlais de Bruno Roger-Petit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais son pouvoir, il le tient de sa proximité aussi avec Brigitte Macron. Là, on est dans l'exégèse du pouvoir de l'Élysée. Tu peux te dire aussi que finalement, ces deux pôles de pouvoir à l'Élysée, sans s'en apercevoir eux-mêmes, c'est-à-dire eux, ils sont dans la machine, je te disais, ils tournent à vide. En fait, comme le pouvoir s'émousse petit à petit quand même dans le microcosme, dans l'entourage présidentiel plus large, finalement, ces pôles qui étaient des pôles de fixation de pouvoir, parce qu'en fait, chacun tapait à la porte des uns ou des autres, ces pôles-là diminuent en influence, y compris autour du président de la République. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Macron qui devient plus faible, il y a également les gens qui sont dans son entourage deviennent plus faibles. Et ta question importante à laquelle je n'ai pas répondu, mais sur est-ce que le macronisme peut survivre ? Non, je ne crois pas. Le macronisme, c'est deux choses. Le macronisme est en fait un fan club à l'égard du président de la République. Jean-Pierre Mignard, il l'avait dit à Nicole Bricq, donc ancienne ministre de François Hollande, qui avait participé à l'aventure En Marche avant de décéder malheureusement, mais il lui avait dit à l'automne 2017, ils avaient été à un premier congrès d'En Marche ensemble, et à la sortie, Mignard avait dit à Bricq, mais tu te rends compte, c'est une secte. Donc, pour te donner, c'est un terme très fort, c'est pour te donner quand même ce qu'a été la politique ou la nouvelle politique comme on l'a présentée d'En Marche. C'était d'abord, et c'est toujours d'abord, Renaissance, En Marche, maintenant c'est derrière Gabriel Attal, mais c'est d'abord un club de supporters avant d'être un parti politique où il y a des jeux de pouvoir traditionnels avec des lignes politiques qui s'affrontent. Donc on est quand même dans ce contexte-là politique de déstructuration de la vie politique. Donc pour répondre à ta question, c'est plutôt est-ce qu'une forme renouvelée de politique réelle pourrait revenir ? Et là, il y a deux difficultés de mon point de vue. D'un côté, une difficulté de fond, ce que je te disais, quelle alternative par rapport à l'économie et à ce qu'on essaye de nous imposer, y compris au niveau international, et quelle alternative aussi par rapport à la déstructuration des relais politiques traditionnels qui faisait la substantifique moelle aussi de la Ve République, c'est-à-dire quels étaient les contre-pouvoirs dans le cadre de la Ve République, c'était les partis politiques traditionnels. Dès lors que les partis politiques traditionnels ont explosé, implosé avec le macronisme, et par l'arrivée soudaine, mais également conséquence cause, l'arrivée de Macron au pouvoir, cette déstructuration des partis politiques a aussi rendu dysfonctionnel totalement la Ve République. Et là-dedans, c'est là où on revient à ton constat sur le Trumpisme, parce qu'en fait, ce rapport direct de personnalités qui ont des ambitions politiques avec des publics, notamment par les réseaux sociaux, là, on est dans le Trumpisme. Et là, ça pose la question, on peut le voir encore très récemment, de plein d'ambitions politiques, d'ailleurs, peu importe le spectre politique, qui s'expriment à travers des fan clubs et pas du tout à travers des partis politiques qui, certes, eux, sont plutôt à bout de souffle. On va observer tout ça. Merci Marc Andevelde. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien d'actu. En deuxième partie, notre quasi quotidienne, toujours debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email. Si vous nous regardez à la télé, nous sommes au cœur du mois de décembre et le média a engagé sa très cruciale campagne de dons de fin d'année. Nous avons réuni un peu plus de 100 000 euros grâce à vous. Merci beaucoup, mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour continuer de faire vivre votre média et pour nous faire des dons défiscalisés. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Très bonne soirée sur le média.